Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé pour commencer du chômage conjoncturel, qui est donc causé par une insuffisance de la demande anticipée par les entreprises à cause d'une mauvaise conjoncture économique, devenant chômage conjoncturel, et qui pouvait être réduit par des politiques de relance de la demande. J'ai ensuite parlé du chômage dit classique, qui est causé par un coût du travail trop élevé qui, pour différentes raisons, décourage les entreprises dans leur création d'emplois, et qui donc doit être réduit par des politiques de réduction du coût du travail, que ce soit par exemple à travers le salaire minimum ou les cotisations sociales. Et j'avais précisé au début de la vidéo sur l'explication du chômage classique que le chômage classique était compris dans ce qu'on appelle le chômage structurel, qui est en fait le terme inverse au chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel, c'est le chômage qui est lié à une mauvaise conjoncture économique. Le chômage structurel, c'est le chômage qui existe, peu importe la conjoncture économique, qu'on va retrouver même lorsqu'il y a un fort taux de croissance. Et c'est cette forme de chômage structurel que je vais tâcher d'expliquer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, si on commence par définir de façon plus rigoureuse le chômage structurel, voici ce qu'on peut écrire. Le chômage structurel est une forme de chômage liée à des dysfonctionnements du marché du travail. Je répète, le chômage structurel est une forme de chômage liée à des dysfonctionnements du marché du travail. En gros, le chômage structurel est dû à un problème dans la structure du marché du travail, non pas dans la conjoncture économique. On comprend donc, comme je l'avais dit, que le chômage classique est une forme de chômage structurel, en l'occurrence causé par un dysfonctionnement précis dans le fonctionnement du marché du travail, des institutions qui empêchent le coût du travail de s'ajuster de façon à ce qu'on atteigne l'équilibre et que l'offre et la demande de travail soient égales. Mais on va maintenant s'intéresser à d'autres formes de chômage structurel, à différents facteurs qui peuvent causer des dysfonctionnements dans le marché du travail. Pour discuter et étudier le premier de ces facteurs, la première cause de chômage structurel, on va prendre une situation hypothétique. Imaginons que vous soyez à la tête d'une entreprise, votre entreprise doit embaucher un ou une nouvelle salariée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer les meilleurs candidats et candidates, pour avoir le ou la meilleure salariée possible et l'inciter à rester dans votre entreprise? De plus, dans la continuité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter vos salariés à être le plus productif possible, à rapporter le plus d'argent possible à votre entreprise? Le problème que cette situation met en avant, le dysfonctionnement du marché du travail que cette situation met en avant, c'est l'existence d'asymétrie d'information. Alors les asymétries d'information, elles ont normalement été vues en première dans le chapitre sur les défaillances de marché. Donc, éventuellement, vous pouvez revoir cette vidéo, mais je pense que ça ne va pas faire de mal que je le répète directement là dans cette vidéo ici. Donc, une asymétrie d'information, c'est la situation où l'un des acteurs présents sur le marché, l'offre ou la demande, dispose d'informations que les autres acteurs n'ont pas. Je répète, une asymétrie d'information est la situation où l'un des acteurs présents sur le marché dispose d'informations que les autres acteurs n'ont pas. Et donc quand je parle de un des acteurs présents sur le marché, je fais directement référence à l'offre ou à la demande de façon générale. Je ne fais pas référence à une entreprise en particulier. Une asymétrie d'information ne désigne pas la situation où une entreprise aurait des informations que les autres entreprises concurrentes n'auraient pas. On fait vraiment référence à la situation où on aurait le marché comme une rencontre entre l'offre et la demande, et l'un de ces deux côtés, que ce soit l'offre ou la demande, aurait plus d'informations que l'autre. Il n'y aurait pas de transparence de l'information au sens où l'offre et la demande n'ont pas accès exactement à la même information. Alors les asymétries d'information, ce n'est pas un problème spécifique au marché du travail. On en retrouve sur plein de marchés, notamment le marché des biens d'occasion, le marché du logement, mais aussi le marché de l'assurance et, dans une moindre mesure aujourd'hui, le marché de certaines professions de services, notamment libérales et indépendantes, comme le marché des avocats et avocates, le marché des plombiers et plombières, etc. En l'occurrence, sur le marché du travail, l'asymétrie d'information qui nous concerne,
c'est le fait que les travailleuses et les travailleurs ont plus d'informations sur leur niveau de productivité, sur les efforts qu'ils ou elles font, que les entreprises qui peuvent les embaucher. En gros, l'offre de travail a plus d'informations que la demande de travail. Même si les entreprises peuvent avoir accès au CV du ou de la candidate, et en supposant qu'il n'y a pas de mensonge sur ce CV, elles ne peuvent pas être sûres de à quel point est-ce que cette personne sera vraiment productive, à quel point est-ce que, par exemple, cette personne va faire des efforts pour faire en sorte que l'entreprise gagne le plus d'argent possible. Et donc là, on a un problème d'asymétrie d'information. Donc là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que donc la demande de travail peut faire pour lutter contre ces asymétries d'information et s'assurer que leurs salariés soient le plus productifs et productifs possible. Une solution est apportée par la théorie du salaire d'efficience. En gros, jouer sur le salaire et sur les primes pour augmenter la productivité des travailleuses et des travailleurs. Alors, j'ai expliqué complètement comment ça se passe, mais je vais commencer surtout par définir le salaire d'efficience. Le salaire d'efficience est un salaire supérieur au salaire d'équilibre, dont le but est d'augmenter la productivité des travailleurs et des travailleuses. Je répète, le salaire d'efficience est un salaire supérieur au salaire d'équilibre, dont le but est d'augmenter la productivité des travailleurs et des travailleuses. Voilà pour la définition de salaire d'efficience. Je rappelle aussi, dans le cadre de cette définition, que le salaire d'équilibre, c'est un salaire théorique pour lequel l'offre et la demande de travail seraient égales, et donc il n'y a pas de chômage. En réalité, c'est quasiment impossible, et ça ne se voit pas, de définir sur un marché du travail quel serait le salaire d'équilibre, de même que sur un marché quelconque, on ne peut pas vraiment définir de prix d'équilibre. Mais c'est une situation théorique dont on peut estimer qu'on en est plus ou moins proche. Alors, comment est-ce que jouer sur le salaire peut permettre d'augmenter la productivité des travailleurs et des travailleuses? Première possibilité, proposer un salaire plus élevé permet d'attirer les travailleurs et les travailleuses les plus efficaces. Des personnes qui ne vont pas accepter d'occuper tel emploi si le salaire n'en vaut pas le coup. Ces personnes savent que justement elles peuvent prendre des emplois ailleurs et donc elles font qu'elles peuvent être recherchées vu leur niveau de compétence, sur leur productivité, et donc elles ne vont accepter d'occuper un emploi que si justement le salaire vaut le coup. Donc proposer un salaire plus élevé permet d'attirer ces travailleurs et ces travailleuses plus efficaces. Petite parenthèse, on est donc dans une situation où c'est finalement l'opposé du problème de sélection adverse, ou au contraire, pour lutter contre les asymétries d'information, on baisse le salaire en disant je cherche à me protéger, je prends un risque en prenant quelqu'un sans être sûr de son niveau de productivité, donc je baisse le salaire pour essayer de minimiser le risque, sauf que je fais fuir justement les travailleurs et les travailleuses les plus efficaces, et je me prends un risque plus grand finalement, il y a plus de chances que je prenne quelqu'un qui n'a pas un bon niveau de productivité. Ça, c'est le problème de la sélection adverse, mais ça ne concerne pas là, donc on peut fermer la parenthèse et mettre ça de côté. Donc voilà, première explication du salaire d'efficience, un salaire plus élevé va attirer des travailleurs et des travailleuses plus efficaces. Deuxième explication, inciter les salariés à rester. Même logique, si vous avez un salaire plus élevé et que vous n'êtes pas sûr justement de trouver un salaire du même niveau ailleurs, vous allez avoir plus de chances évidemment de rester dans votre emploi. Et ça permet du coup, puisque les salariés vont rester dans la même entreprise, à l'entreprise d'avoir une certaine forme de continuité, d'éviter des coûts de formation, des coûts d'adaptation à une nouvelle entreprise, et donc ça va aussi finalement jouer sur la productivité des salariés. Enfin, un salaire plus élevé peut pousser les salariés à faire des efforts supplémentaires. Alors là, on parle surtout de la situation où justement le salaire plus élevé va passer par un système de primes fondé sur des résultats. Quand vous complétez le salaire, qui peut être un niveau modeste, mais que vous le complétez à travers des primes, clairement, vous poussez les salariés à faire des efforts en disant si vous voulez gagner plus, vous devez faire plus d'efforts et rapporter plus d'argent à l'entreprise. Donc ça, c'est finalement ce qu'il y a de plus simple à comprendre dans la théorie du salaire d'efficience. Vous voulez augmenter la productivité de vos salariés, vous voulez les pousser à faire des efforts, proposez-leur une prime pour justement
que s'ils veulent gagner plus, ils doivent comprendre qu'ils doivent apporter plus d'argent à l'entreprise. Alors, c'est bien beau de parler d'asymétrie d'information, de salaire d'efficience, mais on est quand même dans une vidéo sur le chômage. Quel est le lien entre le salaire d'efficience et le chômage? Alors, en fait, ce lien il est assez facile à comprendre. Par définition, le salaire d'efficience c'est un salaire supérieur au salaire d'équilibre. Le salaire d'équilibre, c'est le salaire théorique pour lequel l'offre et la demande de travail sont égales, et donc au niveau duquel il n'y a pas de chômage. Si vous imposez un niveau de salaire, par exemple à cause de cette théorie du salaire d'efficience, supérieur au salaire d'équilibre, vous allez avoir plus d'offres de travail de la part des travailleuses et travailleurs que de demandes de travail de la part des entreprises. Vous aurez donc du chômage. Donc là, on peut comprendre le lien logique entre salaire d'efficience et chômage. Cependant, en réalité, le salaire d'efficience est rarement évoqué comme cause de chômage. Pour être parfaitement honnête et transparent, je ne l'ai jamais vu évoqué comme cause de chômage, à part dans le nouveau programme de SES en terminale. Si vous regardez l'ancien programme, le salaire d'efficience apparaissait, mais dans un chapitre qui n'existe plus aujourd'hui sur le marché du travail et sur les différents facteurs qui jouaient sur les salaires, et il n'était pas évoqué dans le chapitre sur le chômage. Mais là, du coup, on se retrouve avec un problème, une question supplémentaire. En théorie, le salaire d'efficience, ça pourrait être une cause du chômage. Ça colle d'ailleurs très bien avec la théorie derrière le chômage classique. Alors pourquoi est-ce que les économistes n'ont pas tendance à considérer le salaire d'efficience comme cause du chômage? Tout simplement parce que le salaire d'efficience ne concerne pas vraiment les emplois pour lesquels on peut appliquer la théorie du chômage classique. Je m'explique. Le salaire d'efficience, ça concerne les emplois où il y a des asymétries d'information. Des emplois où les entreprises ont du mal à connaître le véritable niveau de productivité, le véritable niveau d'effort de leurs salariés et à contrôler le travail de leurs salariés. Ce sont généralement plutôt des emplois qualifiés. On considère que pour les emplois peu qualifiés, on peut facilement identifier les tâches à réaliser, le niveau des efforts et du coup contrôler le travail de la part des salariés. Le truc, c'est que, en fait, ce sont justement les emplois peu qualifiés pour lesquels le coût du travail joue un rôle important dans le niveau du chômage et le niveau de l'emploi. Parce que ce sont justement ces emplois qui sont le plus soumis à la concurrence d'une part du capital, donc de remplacement par des machines, et d'autre part, concurrence des autres pays et délocalisation vers l'étranger. Puisque le salaire d'efficience concerne plutôt des emplois peu qualifiés pour lesquels en réalité le coût du travail ne joue pas un rôle important pour déterminer le niveau d'emploi et de chômage, le salaire d'efficience ne va donc pas être une cause de chômage. En réalité, le problème qu'on pourrait associer à cette théorie du salaire d'efficience, c'est plutôt celui de l'envolée des rémunérations des PDG et le problème du capitalisme libéral actionnarial. Je m'explique. Quand vous regardez l'évolution du revenu des PDG et des PDG américaines comparé au salaire moyen aux États-Unis, on voit clairement que ce revenu s'est envolé. Alors sur ce graphique, vous avez deux courbes. Simplement, pourquoi est-ce que vous avez deux courbes? Parce que dans la mesure où une partie importante du revenu des PDG est aujourd'hui compris par des actions, des titres financiers, vous avez un décalage entre la valeur de ces titres financiers au moment où ils sont accordés et incorporés dans le revenu des salariés en question, des PDG en question, et le moment où éventuellement ces PDG vont s'en séparer, vont les revendre pour gagner plus d'argent ou vont percevoir des dividendes. Donc en gros, entre la valeur de ces titres financiers au moment où ils sont donnés dans le contrat de travail et la valeur réelle de ces titres financiers en termes de rémunération pour les PDG. Mais finalement, même si vous regardez la courbe bleu clair, qui est donc là plus basse que la courbe bleu foncé, on remarque qu'en 2020, les PDG américains et américaines gagnaient 223 fois plus que le salaire moyen aux États-Unis. Alors que dans les années 60, on était plutôt aux alentours de 15 ou 21 fois plus que le salaire moyen. Donc là, on est clairement sur une claire augmentation qui peut être même encore plus importante quand on regarde la courbe bleu foncé, où là, on est avec des PDG américains et américaines qui gagnent 320 fois plus que le salaire moyen. Donc ça, c'est énorme et on comprend que en fait, ça peut être causé par le salaire d'efficience. Pour les entreprises, pour être sûr d'avoir à leur tête un P1 ou une PDG le plus efficace possible,
quelqu'un qui pourra apporter beaucoup d'argent à leur entreprise, elles vont proposer des salaires plus importants. Elles éventuellement justement incorporer différentes primes avec des systèmes de stock option, donc donner des actions de l'entreprise pour que le ou la PDG les plus efficaces possibles se retrouvent chez eux et pas ailleurs. Et aussi pour faire en sorte que les intérêts financiers des PDG soient alignés sur les intérêts financiers des actionnaires, puisque justement, quand les actionnaires gagnent de l'argent, quand les actions de l'entreprise gagnent de la valeur, ça va aussi augmenter la rémunération des PDG. Donc ils ont intérêt, s'ils veulent protéger leur propre rémunération, à faire en sorte que les actions de l'entreprise augmentent. Le problème, c'est que vous avez aussi, à partir du moment où ce système commence à être mis en place, toutes les entreprises sont à peu près obligées de l'adopter. Si vous êtes la seule entreprise à ne pas mettre en place ce système, vous allez proposer des salaires plus bas que les autres entreprises concurrentes, et du coup, les PDG, les personnes les plus efficaces, vont dire pourquoi est-ce que je travaillerai pour vous, pourquoi est-ce que je dirigerai votre entreprise, alors que vous me proposez une rémunération plus faible que votre entreprise concurrente. Et donc justement, la compétition, la concurrence entre les entreprises pour avoir les travailleurs et les travailleuses les plus efficaces en termes de PDG va entraîner une augmentation des revenus et va gonfler artificiellement les revenus. Vous avez aussi d'autres problèmes quand il y a des conflits d'intérêts et que les personnes qui sont au conseil d'administration de l'entreprise, qui vont déterminer justement le niveau de revenus des salariés, dont les PDG, vont être proches justement de ces personnes. Si c'est des amis, des gens que vous connaissez bien, qui sont au conseil d'administration, qui du coup vont déterminer votre salaire, clairement, ça peut expliquer que les salaires vont augmenter. Donc ça, c'est un problème en termes de justice sociale, mais c'est a priori pas un problème de chômage. Ce dessin permet de mettre en avant une autre cause possible du chômage structurel, j'ai presque envie de dire une vraie cause possible de chômage, puisqu'on avait que le CR d'efficience n'était pas une théorie qui permettait vraiment d'expliquer le chômage. Alors là, on n'a pas vraiment une grande théorie forgée par des économistes, c'est plutôt un argument qui est mis en avant par un chef d'entreprise, mais qui en tout cas semble déjà plus crédible et qui est plus facilement repris, notamment par des responsables politiques, que la question du salaire d'efficience. Cette question, c'est en l'occurrence celle de la protection du travail. Alors, spontanément, on a du mal à comprendre en quoi est-ce que la protection du travail pourrait être une cause de chômage. Plus vous protégez les emplois, plus vous rendez le licenciement compliqué, a priori, vous luttez contre le chômage. Vous empêchez les entreprises de licencier des gens et de vous empêcher les gens de se retrouver au chômage. Donc, en quoi est-ce que faciliter les licenciements, faciliter le fait que les entreprises vont justement du coup licencier des gens et que ces personnes vont se retrouver au chômage, va être un moyen de lutter contre le chômage. Ça ne fait pas sens. L'argument en réalité avancé par les chefs d'entreprise, c'est que justement toutes les institutions qui protègent les emplois, tous ces obstacles au licenciement vont faire peur aux entreprises dans leurs décisions d'embauche. Quand elles embauchent quelqu'un, si elles ont peur de devoir se séparer un jour de cette personne et qu'à ce moment-là, ce soit trop compliqué, si elles ont peur en fait de rester coincées avec quelqu'un dont elles n'ont pas besoin, soit que cette personne ne soit pas assez compétente, soit que finalement le niveau de production ne soit pas assez élevé pour qu'on ait besoin de cette personne, elles vont se dire, dans le doute, je ne vais pas embaucher parce que j'ai peur de rester coincé avec quelqu'un dont je n'ai plus besoin finalement. Et donc ça, selon les chefs d'entreprise, ce serait une cause possible du chômage. De fait, quand vous regardez le niveau de protection de l'emploi en France, en tout cas au niveau des CDI, on voit bien qu'il est au-dessus de la moyenne de l'OCDE et au-dessus de la majorité des pays. Donc ça pourrait être une cause possible de l'importance du chômage structurel. Enfin, dernière cause possible du chômage structurel, et là ça tombe bien parce que c'est quelque chose qui se trouve bien dans des théories des économistes, ce qu'on appelle les problèmes d'appareillement. On va commencer naturellement par une définition. Donc les problèmes d'appareillement désignent la situation où les caractéristiques des chômeurs et des chômeuses ne correspondent pas à celles des emplois disponibles. Je répète, les problèmes d'appareillement désignent la situation où
les caractéristiques des chômeurs et des chômeuses ne correspondent pas à celles des emplois disponibles. Je m'explique. En gros, les problèmes d'appareillement, c'est un problème de matching. Vous avez des chômeurs et des chômeuses qui ont certaines caractéristiques en termes de localisation et de formation, de compétences, et vous avez des emplois qui sont disponibles, mais ça ne colle pas. On recherche par exemple des plombiers, et tout ce qu'on a, c'est des gens qui ont une formation d'infirmiers et d'infirmières. Il y a des emplois disponibles en Île-de-France, et on a des chômeurs qui sont en Corse. Peu importe voilà, l'explication, les problèmes d'appareillement, ça explique que peuvent à un certain moment coexister des emplois disponibles, des emplois vacants et des chômeurs et des chômeuses. Et le fait que justement, si les chômeurs et les chômeuses ont des caractéristiques en termes de localisation, en termes de formation, qui ne correspondent pas aux emplois recherchés et proposés par les entreprises, dans ce cas, forcément, ces chômeurs et chômeuses vont avoir du mal à trouver un emploi, puisque leurs caractéristiques ne sont pas recherchées, et que les entreprises, certes, créent des emplois, mais pas pour ces personnes-là. Bon, voilà, j'espère que c'était assez clair. Petit résumé, vu qu'on a évoqué plusieurs choses dans cette vidéo. En gros, le chômage structurel, c'est le chômage qui est donc causé par des dysfonctionnements du marché du travail. D'ailleurs, c'est un chômage assez important en France, puisque quand on dit que depuis les années 80, le taux de chômage n'est pas descendu en dessous des 6%, même quand on avait des taux de croissance élevés, ça montre bien que c'est pas juste un problème de croissance faible et de chômage conjoncturel, et que le marché du travail français présente des dysfonctionnements par rapport au marché du travail, par exemple en Allemagne, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ce chômage structurel peut être lié à différents facteurs, en dehors de la question du coût du travail, qui concerne plus spécifiquement le chômage classique, même si le chômage classique est une forme de chômage structurel. On peut évoquer la question du salaire d'efficience, même si son lien avec le chômage est vraiment discutable, la question des différentes institutions protégeant l'emploi et donc des obstacles au licenciement, et enfin la question des problèmes d'appareillement, du décalage entre les caractéristiques des chômeurs et des chômeuses et les caractéristiques recherchées par les entreprises pour les emplois qu'elles proposent. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent donc lutter contre ces différentes formes de chômage structurel? Quelles politiques elles peuvent mettre en place? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. En attendant, bonne journée! Attendez, partez pas tout de suite, j'ai juste encore un petit point à rajouter, une autre cause du chômage structurel que j'ai failli oublier, mais je vais la rajouter à vite fait, en l'occurrence la question du délai de recherche d'emploi. Alors, si vous vous rappelez, au début de la vidéo sur le chômage classique, on a parlé du chômage frictionnel, qui est lié au délai, au décalage entre le moment où quelqu'un perd son emploi et commence à en chercher un nouveau, et le moment où cette personne trouve un nouvel emploi. Et en réalité, plus ce délai, ce décalage est important, plus il va y avoir un taux de chômage important. Parce que justement, voilà, ça semble être assez logique. Par exemple, si ce délai est en moyenne d'1 mois, à un moment donné, vous allez avoir que les personnes qui ont perdu leur emploi il y a 1 mois. Si ce délai est de 3 mois, vous allez avoir les personnes qui ont perdu leur emploi dans le mois en cours, mais aussi les personnes qui ont perdu leur emploi il y a 1 mois, et les personnes qui ont perdu leur emploi il y a 2 mois, donc ça fait plus de personnes. Donc voilà, mécaniquement, plus le délai de recherche d'emploi est important, plus le taux de chômage est élevé. Et en l'occurrence, la théorie du job search met en avant plusieurs facteurs qui vont conduire à allonger ce délai de recherche d'emploi, notamment autour des institutions qui encadrent et accompagnent les chômeurs et les chômeuses. Alors, j'en dis pas plus pour pas allonger trop ma vidéo, on verra ça dans la vidéo suivante, mais je voulais quand même mentionner ça avant d'approfondir le sujet dans la vidéo suivante. Voilà, là ça devrait aller, en tout cas j'espère. Au revoir.